Et ce rendez-vous avec l'élection présidentielle, il est désormais quotidien. Avec vous, Ashrène Verdian, bonjour. Bonsoir Raphaël. Et aujourd'hui, c'est la question Corse qui a fait éruption dans la campagne présidentielle. Oui, le gouvernement français se dit prêt à aller jusqu'à l'autonomie pour l'île, une première qui a suscité une cascade de réactions parmi les candidats. Cette déclaration sur l'autonomie émane du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. En visite aujourd'hui et demain sur l'île de Beauté, elle intervient après la violente agression en prison d'Ivan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Erignac en 1998, et après les manifestations de soutien aux militants indépendantistes qui ont suivi, notamment celle de dimanche dernier, qui a donné lieu à des affrontements faisant des dizaines de blessés. Le récap politique est signé Florent Rodeau et Nicolas Ouvert. C'est l'histoire de la fin d'un tabou. Grande première, l'exécutif dit envisager l'autonomie de la Corse. Dans le brouillard, depuis l'agression d'Ivan Colonna en prison début mars. De la politique émotion pour les rivaux d'Emmanuel Macron. Ce qui est terrible, c'est qu'il faut un drame, comme d'habitude avec ce quinquennat, pour commencer à entrevoir des solutions. Jamais rien n'est anticipé. Cette crise, comme les autres, pas gérée du tout. Un peu plus de 10 jours avant que le ministre de l'Intérieur ou un ministre, tout simplement, du gouvernement ne se rende en Corse. On a un président qui est visiblement aux abois et qui cède à la violence. Il faut ramener l'ordre en Corse avant d'entamer les négociations. Une île de beauté un jour autonome, Éric Zemmour, Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan sont contre. Pour Philippe Poutou, si la démocratie est bafouée en Corse, la légitimité de cette élection l'est bien plus. Pic adressé aux médias, qui le considéreraient comme un candidat de seconde zone. On ne va pas se décourager, au contraire on va s'accrocher. Alors Jean Lassalle il est peut-être en train de craquer, mais nous on se dit qu'on va rester, et puis si on peut faire chier, on va faire chier, mais on ne lâche pas le truc. Lui, le truc justement, il a bien failli le lâcher. Quand la première chaîne d'information de France vous méprise à ce point, sans un mot, eh bien moi ça me donne envie de dégueuler. Nausé ou pas, Jean Lassalle poursuit son bonhomme de chemin. 3 jours de visite à Mayotte et à La Réunion. Destination moins exotique pour Fabien Roussel, la région parisienne où le communiste est rouge de colère contre Emmanuel Macron. Pas contre sa promesse d'augmenter le point d'indice des fonctionnaires, mais contre le timing. Eh ben, ils sont incroyables ceux-là. Il faudrait faire des élections présidentielles tous les 6 mois, parce que comme ça on verra peut-être les salaires et les retraites augmenter aussi. Faire ça quand même à 25 jours du premier tour, c'est un peu gonflé. Gonflé, il l'est. Plaqué au sol, ce jeune homme vient d'asperger Valérie Pécresse de poudre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle voit désormais la vie en rose, mais pas exactement comme elle l'avait imaginé. Voilà, nous sommes baptisés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines à Ashrène sur notre antenne. L'invasion russe de l'Ukraine a fortement perturbé cette campagne. Oui, donnant au président Macron un avantage certain. Il a été porté par son activisme diplomatique pour tenter de mettre fin à cette crise et contraignant donc les autres candidats à se positionner tant sur la guerre elle-même que sur ses conséquences. Certains d'ailleurs, notamment à l'extrême droite, pâtissent aujourd'hui de leur complaisance ou même de leur sympathie passée vis-à-vis de Moscou. Difficile maintenant pour eux de rectifier le tir. On en parle ce soir avec notre chroniqueuse internationale Virginie Hertz. Bonsoir Virginie, merci de nous avoir rejoints. Tout d'abord, comment est-ce que les différents candidats à la présidentielle interprètent cette guerre ? Alors, tous condamnent l'agression russe, mais il y a beaucoup de nuances. En tout cas, il y a une claire démarcation entre ceux qui estiment qu'au-delà de l'Ukraine, la Russie attaque la démocratie et les valeurs démocratiques, et les autres, disons plus neutres, qui mettent en valeur la responsabilité de l'Occident et de l'OTAN en particulier. C'est le cas à gauche, particulièrement de Nathalie Arthaud. On l'écoute. Je pense que le camp occidental, l'impérialisme américain, derrière l'OTAN, a une responsabilité écrasante. Vous savez, on a affaire à une guerre entre brigands. Alors moi, je suis contre, justement, cet ordre impérialiste, ce règne de brigands. Voilà, une guerre entre brigands, la candidate de Lutte ouvrière qui espère que les travailleurs russes vont réussir à arrêter la guerre, estime que faire passer le camp occidental impérialiste pour la blanche colombe qui va venir sauver les peuples alors qu'ils ont été au cœur du problème, c'est se tromper cruellement. Et c'est une analyse qui est partagée en fait très largement par Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise, qui est très critiqué par ses adversaires de gauche pour son non-alignement, qui masque une complaisance avec Moscou et pour son esprit munichois.
en référence aux accords de Munich signés en 1938 qui ont mené au démembrement de la Tchécoslovaquie sous prétexte de sauver la paix. À gauche, pour le reste, pour Yannick Jadot en particulier, Philippe Poutou, Fabien Roussel dans une moindre mesure, mais aussi et Anne Hidalgo, dans cette guerre, il n'y a pas de neutralité. Écoutez Anne Hidalgo. Là, c'est un combat qui est très clair. Hein. C'est d'un côté une dictature et de l'autre côté des démocraties. Il n'y a pas de troisième voie, hein. Il n'y a pas de non-alignement. Le choix doit être clair. Voilà, et à droite, c'est aussi le point de vue de Valérie Pécresse qui estime que Vladimir Poutine est l'ennemi de la France parce qu'il a violé les règles internationales, du droit international. La candidate des Républicains, qui ne s'est pas privée de critiquer à plusieurs reprises la poutinophilie passée de ses adversaires de droite, Marine Le Pen et Éric Zemmour. Éric Zemmour, lui, qui est très embarrassé par ce conflit, un conflit qui est totalement hors sujet par rapport à ses principales préoccupations à lui. On l'écoute. Ça nous distrait du vrai choc de civilisation. L'affrontement entre les frères russes et ukrainiens doit se régler comme tout affrontement fraternel et européen. Nos problèmes fondamentaux sont au sud, ils ne sont pas à l'est. Voilà pour le diagnostic, la grille d'analyse des principaux candidats. Maintenant, que propose-t-il pour sortir de la crise, Virginie ? Alors, il y a une unanimité sur la solution diplomatique, que ce soit par pacifisme ou par réalisme. C'est une position qui peut être résumée par Nicolas Dupont-Aignan, qui, je le cite, dit « Nous devons trouver un compromis, car Vladimir Poutine ou pas, la Russie restera ». Selon le candidat de la France debout, il faut traiter le problème à la racine et ne pas laisser, je le cite, de plaies purulentes au cœur de l'Europe. Alors, si tous les candidats s'accordent sur la nécessité de négocier avec Moscou, en revanche, ils sont très divisés sur les sanctions économiques et la livraison d'armes à l'Ukraine et leurs électeurs aussi d'ailleurs. Un sondage du journal du dimanche il y a 7 jours a montré qu'une majorité de Français étaient en faveur de la livraison d'armes à l'Ukraine, 62%, mais c'est étonnant, à 70% ce sont des électeurs verts qui sont en faveur de la livraison d'armes. Alors, voilà, une rupture claire avec le pacifisme traditionnel des Verts. En revanche, les électeurs les plus réticents aux livraisons d'armes sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Dans les deux cas, ces deux candidats aussi sont contre des sanctions économiques car pour Jean-Luc Mélenchon, elles sont inefficaces et il cite notamment l'Iran et Cuba comme exemple, estimant que les Russes produiront eux-mêmes leurs biens et qu'ils deviendront de toute façon autonomes. Quant à Marine Le Pen, elle craint surtout une forte augmentation des prix et dit que ce qui lui importe surtout, c'est la France. Alors, comment résoudre cette guerre ? Tous, plus ou moins, proposent de faire des grandes conférences internationales, que ce soit avec l'ONU, l'OSCE, l'Union européenne. Quant à Emmanuel Macron, lui, aujourd'hui, qui est en position de chef de guerre, et vous l'avez dit, et qui est favorisé finalement par cette situation, il a déclaré aujourd'hui qu'il n'excluait pas d'aller à Kiev ou à Moscou, peut-être pas dans les prochains jours, mais prochainement. Il faut dire que pour l'instant, quand même, ces initiatives diplomatiques n'ont pas beaucoup abouti. Merci beaucoup Virginie. Et donc on vous retrouvera désormais chaque semaine dans France 2022 lors du choix pour donc analyser une question internationale en lien avec la campagne présidentielle. Si l'Ukraine a tout écrasé, comme on dit, à 25 jours du premier tour, il y a quand même nécessité pour les candidats d'aller sur le terrain, de faire campagne, de convaincre les électeurs. Et ça passe parfois par ce qu'on appelle les petites phrases. Oui, petites phrases, slogans, expressions qui ont marqué les esprits, ont parlé aux Français et ont parfois changé, Raphaël, le cours de l'histoire avec une victoire à la clé. Retour à présent sur ces mots bien pensés, associés à certaines campagnes présidentielles du passé avec Jeff Wittenberg et Jean-Marie Lecartier. Leur programme, leur personnalité, le contexte politique, le rejet de l'adversaire. Bien des facteurs expliquent une victoire à la présidentielle. Mais il y a aussi la phrase, l'expression bien choisie au bon moment, celle qui s'imprime dans la tête des électeurs. Ils font tout, disent-ils, pour éviter une fracture sociale, comme si celle-ci n'existait pas déjà. La fracture sociale. Jacques Chirac, qui la met au cœur de sa campagne, réussit en 1995 après 2 échecs à conquérir l'Élysée. Quand Chirac trouve la fracture sociale, c'est intéressant parce que Chirac a déjà une base populaire. Il est clairement identifié à droite, il a tout ce passé de droite, donc il se permet de faire ce qu'on appelle trianguler, c'est-à-dire il va sortir une phrase de gauche. Pour faire mouche, une formule doit donc parler à l'électorat le plus large possible. Nicolas Sarkozy la trouve en 2006, 8 mois avant son élection. Il faut laisser dans le privé comme dans le public
ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le faire. L'objectif était de faire simple, racontent les témoins de cette campagne et de cette trouvaille. C'était des mots du langage quotidien. Travailler plus, gagner plus. Travailler plus pour gagner plus. Abolir purement et simplement les 35 heures, c'était un chiffon rouge qui allait mettre le feu. Il fallait le faire plus intelligemment. La force tranquille de François Mitterrand, le bon choix de Valéry Giscard d'Estaing ou encore Je voudrais regarder la France au fond des yeux. les slogans et les propos sont ciselés, formatés, pensés pour séduire les électeurs. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Quitte à provoquer des lendemains qui déchantent. Ceux qui pensent ne pas gagner peuvent toujours faire toutes les formules qu'ils veulent, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact ensuite. Quand on gagne, après, on assume la responsabilité de la gestion d'un pays. C'est vrai que pour ce qui est de la finance et mon ennemi, il y a eu des choses qui ont été faites, mais qui n'ont pas été perçues comme étant à la hauteur de la formule. Une simple phrase peut donc aider à gagner une élection. À l'inverse, Le projet que je propose au pays, ce n'est pas un projet socialiste. elle peut coller à la peau d'un candidat et contribuer à l'échec. Mon programme n'est pas socialiste, il se coupe instantanément des électeurs de gauche. Il devient incohérent, on ne comprend plus sa position. Et il n'y a pas pire pour un homme politique que de perdre, au fond, sa boussole, ce qui le représente, le symbolise auprès des électeurs. Il n'y a donc pas de recette miracle. En 2017, Je choisis en même temps. le en même temps d'Emmanuel Macron avait connu un certain succès. 2022 attend encore son tube de campagne. Et pour conclure, comme chaque soir, notre archive du jour en écho à l'actualité, justement, concernant la Corse. Oui, une archive de François Mitterrand, élu en mai 81, premier chef d'État de gauche de la Ve République. Une nouveauté qui avait suscité beaucoup d'espoir sur l'île de Beauté, alors que le milieu des années 70 avait vu l'essor du nationalisme sur l'île. Moins d'un an après son accession au pouvoir, la Corse se voit dotée d'un statut différent de celui des autres régions et aussi d'une assemblée. Mais plus d'autonomie ne voulait pas dire encouragement à la sécession. Écoutez la vision du président Mitterrand, une archive du 10 septembre 1993, c'était à Bastia. Ah, Corse, mes amis, soyez donc vous-mêmes et apportez à la France, qui nous est commune, ce que lui doivent tous ses fils. Que feriez-vous sans nous? Que ferions-nous sans vous? Vive Bastia, vive la Corse, vive la République, vive la France! Et c'est tout pour ce soir, Raphaël. Merci Ashreen, on vous retrouve demain pour France 2022, l'heure du choix, notre chronique quotidienne de la campagne présidentielle ici en France. Restez avec nous, prochain journal dans 3 minutes dans Paris Direct.